Donc on va commencer donc, les séances de l'après-midi et du soir. Donc merci d'être là. Et donc c'est pour moi un énorme plaisir, hein, c'est vrai d'avoir ici parmi nous le professeur Khalid Zekri. Hein, c'est vrai que j'avais très envie de l'inviter parce qu'on a quand même partagé des moments, surtout en Allemagne, hein, donc avec malheureusement une prof qui a disparu, qu'on aimait beaucoup, hein, donc euh, Anne Begenat, nos chefs. Donc, et aussi, il nous a soutenu beaucoup, Khalid, pour tout ce qui est les projets qu'on a présentés aux autorités valenciennes. Hein. C'est vrai que pour l'instant, ça a permis aussi d'organiser un peu, en partie, ce colloque, mais nous, on va insister pour continuer à demander des sous, même si ce n'est pas très bling-bling, ce croisement entre migration, genre et tout ça. Mais on va insister, on va voir si on peut faire, je sais que c'est 2 ou 3 avec plus de moyens, mais merci beaucoup, Khalid, de nous avoir soutenus. Et c'est ton CV aussi qu'il faut mettre en valeur ici. Donc, je veux vous lire, on avait un petit problème aussi pour voir, hein, donc, parce que la réception aussi des informations que les invités nous ont données nous est parvenue petit à petit. Donc, je veux vous dire la présentation. Donc, Khalid Zekri est professeur de littérature comparée, directeur du laboratoire de recherche sur la culture, le genre et la littérature, donc à l'université de Meknes, et président de l'association culturelle Tafkir. Donc, il a été professeur invité aux universités de Aachen, donc à Kisgrán en espagnol, Aix-la-Chapelle, Leipzig et Mannheim. Ses recherches sont à la jonction de la littérature et des sciences humaines. Et son dernier essai, publié cette année, porte le titre de Modernités arabes. Donc je lui disais s'il l'avait ici, mais je vous invite à l'acheter, à le lire et à le commenter, hein, ce que je vais faire moi-même là en rentrant à Paris. Donc de la modernité à la globalisation. Il a également publié entre autres Incipit et Clausule dans les romans de Rachid Mimouni en 2004. Un essai qui a été très vendu, très étudié, très cité, et j'en suis très content, hein, donc Fiction du réel 2006 et 2010. Repenser le Maghreb et l'Europe, co-direction avec Alfonso de Toro, Reda Bensmaya et Hafid Gafaiti en 2010. Lire les villes marocaines, hein, en co-direction avec Marc Aubert en 2011. Études postcoloniales, théorie, art, littérature, en co-direction avec Anouar Ouyachi, 2011. Récit du corps au Maroc et au Japon, co-direction avec Véronique Bonnet et Marc Aubert en 2013. Littérature du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, lecture croisée, en co-direction avec Anne Begenad Neuschefa, Daniel Delas et Tania Macedo, en 2016. Donc on a ici un grand spécialiste donc, dans le domaine, hein, des études culturelles, de genre et du croisement, si vous voulez, et de tout ce qui est la littérature en langue arabe aussi, hein, et française. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté d'être ici. Je te cède la parole. Merci beaucoup, Domingo. Merci aussi à tout le comité d'organisation de nous avoir réunis aujourd'hui, chacun selon sa perspective, chacun selon ses préoccupations. Mais je pense que le mot-clé qui nous réunit, pas le seul d'ailleurs, c'est justement peut-être la notion d'émancipation qui, en tout cas dans les littératures du Maghreb, prend de plus en plus d'ampleur. Alors, d'abord, une mise au point. J'ai entendu ce matin des communications très intéressantes sous différents angles et je pense qu'on a là des outils qu'on peut utiliser dans le domaine littéraire pour justement explorer ces textes, notamment les textes qu'on appelle francophones et qui, dans la sphère littéraire maghrébine, sont toujours vus avec un peu de suspicion, pas seulement au Maghreb, mais aussi en France.
Et l'auteur dont je vais vous parler, il thématise ces problématiques-là doublement. Alors, ce qu'on a remarqué ces dernières années dans les littératures, non seulement francophones, mais aussi arabophones, non seulement au Maghreb, mais dans le monde arabe, ce qu'on appelle le monde arabe, qui est en fait une géographie peut-être imaginaire, mais quand même qui a un effet politique sur les sujets qui habitent et qui traversent ces espaces-là, c'est une certaine disponibilité de l'écrivain à mettre en scène de nouvelles subjectivités. De nouvelles subjectivités sexuelles, de nouvelles subjectivités politiques, de nouvelles subjectivités épistémiques aussi. Alors évidemment tout cela interfère, mais peut-être qu'on pourrait dans l'analyse séparer les sphères, même si cela n'est pas toujours souhaitable, puisqu'il y a une interférence entre le politique, l'épistémique, le subjectif. Nous avons à peu près 5 auteurs au Maghreb qui écrivent en tant que sujet homosexuel, qui revendiquent leur homosexualité du point de vue littéraire et auquel se pose un problème qui, dans l'histoire des littératures mondiales, n'est pas original. Et ce problème est le suivant. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre à raconter dans votre texte que votre vécu, que votre expérience, que vos problématiques de genre, que ces questions liées à votre intimité? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une espèce d'évanescence dans l'écriture sur soi et notamment sur l'expérience sexuelle? Au Maghreb, c'est une question qui a été et qui continue d'être posée à ces auteurs-là. Mais quand on lit de très près ces textes, on voit quand même qu'ils sont dans une déconstruction permanente. Un auteur comme Khatibi parle, dans le cas des Maghrébins, d'une décolonisation permanente des manières d'être et du savoir véhiculé dans ces textes-là. L'auteur Abdullah Taye, qui est connu, relativement connu en France et au Maghreb aussi, a écrit un certain nombre de textes dans lesquels on voit la mise en scène de soi qui évolue progressivement jusqu'à atteindre une sorte de mise en scène nue de soi. Il a commencé avec Mon Maroc, dans lequel il parlait de sa sexualité, mais de manière assez voilée. Et puis, au fur et à mesure qu'il évoluait dans son écriture, il a commencé à mettre en relief toute la problématique qui l'a conduit à ce processus de coming. Dans le texte, le narrateur nous dit que sa mère pensait qu'elle allait avoir un garçon, et puis d'un seul coup, c'est une fille, qu'elle allait avoir un garçon, mais c'est une fille-garçon qui est née. Et justement, là, il y a un amalgame dans le texte entre le genre et le sexe. Elle voulait un garçon, elle avait un garçon biologique. Mais ce garçon est devenu une fille socialement, puisqu'il est surdéterminé par toute une sémantique féminine dans la société. Un homosexuel, passif, martyrisé par les jeunes du quartier, et donc incapable de se défendre comme un homme peut se défendre. Le vocable « homme » devient ici un signifiant qui renferme toute la sphère politique de la société phallocratique. Un homme, c'est celui qui se défend, c'est celui qui défend les siens, c'est celui qui défend son corps contre les envahisseurs, avec toute cette métaphore de l'envahissement comme pénétration. Donc là, nous avons une déconstruction justement de cet imaginaire radical qui constitue la société phallocratique comme société traçant une ligne limitrophe entre le féminin et le masculin, l'homme et la femme. À cette déconstruction du féminin et du masculin
s'ajoute une autre déconstruction qui, cette fois-ci, apparaît dans une lettre adressée par Ahmed à son amant français qui s'appelle Emmanuel. Là encore, c'est toujours sur la scène de l'interpellation que les enjeux du désir homosexuel s'expriment. Ahmed s'adresse à Emmanuel parce qu'il a pris conscience de sa situation de subalternité, et il a pris conscience de cette situation de subalternité au moment où il était dans le lit avec Emmanuel. Voilà ce qu'il lui dit. « Cher Emmanuel, ma décision est prise. Cette nuit, dans le lit à côté de toi, j'ai vu clair. Je sais maintenant ce que je dois faire. Je sors de toi et je sors de cette langue que je ne supporte plus. Je ne veux plus parler français. J'arrête de fréquenter cette langue, je ne l'aime pas, je ne l'aime plus, elle non plus ne m'aime plus. » Il y a ici une double déconstruction. D'abord, ce qui a d'ailleurs été effleuré ce matin dans les discussions, une décolonisation du rapport à la langue française elle-même. Donc, il y a une mise en abîme de ce travail de déconstruction de l'écrivain francophone dans son rapport à la langue française, et il utilise le mot « aimer ». D'ailleurs, tout le texte est travaillé par le réseau sémantique de l'amour. Et je reviendrai à cette idée juste après. Il n'aime plus la langue française ne l'aime plus, c'est-à-dire elle le lui rend bien. Il a pris conscience en tant qu'écrivain francophone de sa situation de subalternité dans le champ littéraire français qui trace là encore une ligne limitrophe entre l'écriture franco-centrée dite littérature française et l'écriture périphérique dite littérature francophone. À la question de la déconstruction du genre féminin-masculin s'ajoute une déconstruction même du positionnement de l'écrivain dans le champ littéraire. La question de l'écriture en langue française pour un écrivain francophone qui est considéré comme un écrivain périphérique par rapport à l'écrivain qui appartient au champ littéraire français est thématisée dans ce texte-là par justement cette séparation d'amour avec la langue française. Mais en même temps, il y a une séparation avec l'amant, Emmanuel. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il a pris conscience. C'est une question de prise de conscience qui conduit à une prise de parole au sens où l'entend Michel de Certeau. Prise de conscience parce que le subalterne a pris conscience par un processus justement de conscientisation du rapport à l'autre, à Emmanuel, qui, de manière synecdochique, c'est-à-dire qui représente d'une certaine manière l'empire ou le rapport à l'empire. Et puis, en même temps, le rapport à la langue française et à l'écriture en langue française. Donc ici, nous avons une double déconstruction. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot décolonisation. C'est aussi un désir de décoloniser le rapport à la langue française. Il y a tout un travail de Khatibi autour de cette question de décolonisation. Dans ce roman, on trouve deux types de relations. Une relation dans laquelle le rapport entre les amants est dominé par l'économique. Et un autre type de rapport qui est plutôt dominé par l'affectif. Quels sont les personnages dont le rapport est dominé par l'économique? Eh bien, c'est le rapport entre l'homosexuel marocain et l'homosexuel français, européen par extension. Puisqu'il y a une autre lettre adressée à Gérard. C'est vraiment la dernière lettre, qui est d'ailleurs écrite par un personnage homosexuel, l'ami d'Ahmed, avec lequel il a entretenu une réelle, selon lui, relation d'amour, eh bien, qui s'appelle Habib. Et d'ailleurs, il y a tout un métadiscours dans le texte sur la notion de l'habib. L'habib, c'est celui qui est digne d'être aimé. C'est de là que vient le titre d'ailleurs du texte, du roman. À un moment donné, il dit que la mère de Gérard l'appelle celui qui est digne d'être aimé. Et le mot habib est expliqué dans le texte comme étant celui qui est digne d'être aimé, mais aussi celui dont le nom a un lien de parenté avec les 99 noms de Dieu.
voilà ce que dit l'auteur. « Tu es celui qui est digne d'être aimé. C'est ce que Simone m'a dit quand j'ai essayé de lui expliquer le sens de mon prénom arabe, Al-Habib, écrit en italique, Al-Habib. Je lui ai dit tous les mots qui se rapprochent de ce prénom. L'amour, l'objet d'amour, celui qui est proche de l'amour, proche d'Allah. Je lui ai dit aussi que c'est un des 99 noms pour dire s'adresser à Dieu en islam. L'aimer, le vénérer, le chanter, le caresser. » Donc, là encore, le code onomastique Al-Habib devient un désignateur, à la fois il est un désignateur rigide, mais il devient aussi un simple lexème qui se décline sur plusieurs variations dont le fond sémantique est autour de l'amour. Amour divin, amour humain. Le texte, en général, il parle du lien entre l'occidental et l'homosexuel qui est obstrué constamment par l'occidental, en l'occurrence Gérard. Le personnage aime Gérard, mais Gérard fait tout pour que le lien entre lui et le Marocain soit fondé sur un rapport d'argent. Le jeune homme marocain, il vole de l'argent à Gérard, mais Gérard est excité encore plus quand il prend conscience que cet argent est volé. Et il est content que le jeune homosexuel marocain lui vole de l'argent parce que ça lui sert d'écran entre son humanité d'homme blanc et l'humanité subalterne de l'homosexuel marocain musulman. Il refuse que cet homosexuel marocain accède au statut d'un homosexuel qui assume son homosexualité. Donc, il n'aime pas Gérard, il veut l'argent de Gérard. Et ça conforte Gérard dans cette idée qu'au fond, il n'y a pas une relation d'amour, mais une relation de domination. Le mot est traversé par tout un réseau sémantique de domination, sous différentes déclinaisons. Et du coup, le jeune personnage, qui a connu Gérard alors qu'il était mineur, n'arrive pas à entretenir un rapport d'amour avec Gérard parce que justement Gérard refuse qu'il y ait de l'amour entre les deux. Et Gérard refuse même que le jeune homme aime sa mère, c'est-à-dire la mère de Gérard, qui s'appelle Simone. Et justement, ce paradoxe de l'homosexuel marocain dans le texte, qui pense pouvoir entretenir une relation d'amour assumé avec un Européen qui, lui, dans la sphère culturelle, a une longue expérience autour de cette question de l'introduction de l'homosexualité dans le champ social, eh bien, il se trouve dans la même situation qu'avec les homosexuels marocains. Il est exploité par les homosexuels marocains, et il dit dans le texte ceux qui se présentent dans le quartier comme virils, mais en même temps, il est dans un rapport de rejet avec l'homosexuel européen, puisqu'il rejette son humanité. Là, le texte agit de manière politique, mais pas dans le sens d'engagement classique. Le politique ici s'introduit dans le texte à travers la hiérarchisation des différentes humanités. Il y a l'humanité du Marocain et il y a l'humanité de l'homme blanc, de l'occidental. C'est-à-dire l'humanité subalterne du Marocain qui ne peut pas de toute façon aimer un homme sans intermédiation matérielle, financière, et l'homme blanc qui, lui, assume cette homosexualité. Mais il y a une chosification du Marocain, chosification qui rappelle aussi le rapport du colonisateur au colonisé. Et donc cette hiérarchisation des humanités dans la littérature postcoloniale est très visible dans ce texte-là. Et entre qui on trouve une réelle relation d'amour fondée sur justement l'idée d'amour? C'est entre Al-Habib et Ahmed, deux Marocains. Le Marocain homosexuel cherche à s'épanouir dans une relation homosexuelle avec le fantasme qu'il a sur cet épanouissement susceptible d'être chez l'occidental, mais en fin de compte,
il trouve cet épanouissement plutôt dans une relation avec un subalterne comme lui, c'est-à-dire un Marocain, en tout cas tel qu'il est présenté dans le texte. Et vous voyez, le texte constamment est dans ces différentes hiérarchisations et la déconstruction de ces hiérarchisations. Mais en même temps, il n'y a pas de narrateur, ce sont des personnages qui s'adressent à d'autres personnages. Il y a un seul personnage qui porte un nom non maghrébin, on peut dire, pour aller vite, occidental. Le personnage s'appelle Vincent. Vincent commence à adresser à Ahmed une lettre réelle d'amour, où l'expression de l'amour traverse la lettre du début jusqu'à la fin. Mais vers la fin de la lettre, Vincent va lui dire « Mon père est un juif marocain né à Meknès ». Donc ce qui va les rapprocher, ce n'est pas leur différence, mais leur ressemblance. Ils sont tous les deux d'origine marocaine. Donc au fond, à chaque fois, cette possibilité de dialoguer avec l'autre tout en gardant cette altérité radicale est obstruée en permanence. Dans le texte, elle est obstruée par deux personnages occidentaux, Emmanuel et Gérard. Et donc, ce Vincent, il est doublement subalterne du point de vue de l'imaginaire culturel. Il est homosexuel, juif, marocain. Et on voit en permanence dans le texte cette distribution des places en fonction de la race, de la classe sociale et du genre. Merci. Merci beaucoup, Khalid. Donc, c'était très riche. J'ai pris plein de notes. Donc, sur l'idée d'exclusion, de subalterne d'entre deux. Donc, je crois qu'on a quand même un petit moment pour poser quelques questions, si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez lu Abdelataya. Donc, Monsieur Ismaili, allez-y. Oui, je crois. Micro? Si. Ah, un micro? Je peux avoir. Oui. Il y en a une derrière toi, derrière l'écran. Par contre, en vert, il n'y en a pas. Je n'ai pas voulu trop parler. Non, tu as raison. C'était 20 oui, minutes. c'est très bien. Non. 25 peut-être. 25, c'est bien. Merci. Moi, ce qui me frappe, parmi les choses qui me frappent, par exemple, concernant Abdelataya, c'est qu'il y a des écrivains marocains d'expression française qui disent que s'il est publié, si on parle de lui, c'est surtout parce qu'il est homosexuel. Oui, c'est la position, par exemple, de Youssef Ouaboun, entre parenthèses. Oui. Alors, autre remarque, Abdelataya semble avoir un rapport conflictuel avec la langue française. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et il l'a dit d'une manière explicite au cours d'une émission sur TV5. Et dans l'un de ses derniers textes, c'est un texte qui a été publié dans Voix du Maroc, c'est un collectif, tome 1, il dit à la fin de son texte, un texte assez court, et il est peut-être temps d'écrire en arabe. Mm-hmm. Donc, et puis, il y a autre chose, c'est qu'il y a des thèmes récurrents chez lui, des thèmes qui reviennent d'une manière obsédante dans ces différents textes. La rupture avec l'amant étranger. Mm-hmm. On le constate par exemple déjà dans Un pays pour mourir. Je parle du film. À un moment donné, il se rend, Abdallah, qui est donc le personnage principal, qui porte donc le nom de l'auteur même, se rend en Suisse pour aller voir son amant et il lui dit « Je ne veux plus de toi, je rends toute relation avec toi. » Merci. Oui. Ou alors tu peux, et puis après on répond. Merci. Je crois que ça marche, sinon j'ai une voix qui porte, c'est bon. Voilà.
Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est en fait cette façon de parler de la marginalité, de la subalternité comme, comme quelque chose qui n'est pas vécu de la même façon par des individus différents, puisque on peut être à la marge ou bien à la marge de la marge. Comme dirait l'autre, on peut être le dernier ou bien le dernier des derniers. Et donc, on ne peut pas montrer cette position de marginalité sans parler de l'intersectionnalité de plusieurs catégories. Et tu l'as bien montré en partant du genre, la question de l'homosexualité par rapport au Maroc, mais aussi de la question de la race par rapport à Emmanuel et de la question de la classe, puisque l'argent intervient là. Et donc, il y a plusieurs catégories qui entrent en connexion pour écraser complètement l'individu. Ça, c'est très intéressant. Il me semble qu'on devrait toujours prendre en charge dans l'analyse ces catégories qui inscrivent la subalternité aussi dans quelque chose de plus matériel, comme je le disais ce matin, que dans des choses uniquement discursives. Et par rapport à la question de l'interpellation, évidemment, tu fais référence à Althusser, mais aussi à la manière dont Butler a utilisé la notion. Quand tu parles des deux interpellations, la mère qui interpelle le fils, mais aussi le fils qui interpelle la mère, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que l'interpellation du fils ne fonctionne pas comme une contre-interpellation qui vient déconstruire les termes d'un pouvoir qui cherche à interpeller le fils à travers les termes de la matrice hétérosexuelle en quelque sorte? Donc, est-ce que ce n'est pas un contre-pouvoir, ou bien est-ce que les deux interpellations fonctionnent de la même façon? Voilà, merci. Alors, justement, par rapport à la question d'interpellation, bon, d'abord, j'explique une chose, c'est que en littérature, on essaye toujours d'aborder les textes avec un langage littéraire. Ça, c'est un vrai problème un peu dans la lecture littéraire, notamment dans des pays francophones. C'est-à-dire, au fait, et ça, c'est quelque chose, justement, que la critique est en train de déconstruire. Soit on utilise le texte littéraire comme un document, et à ce moment-là, il y en a qui le font, et c'est tout à fait légitime, du point de vue historique, sociologique, tout ce qu'on veut, soit on l'utilise comme un texte littéraire, c'est-à-dire un texte qui déploie un imaginaire symbolique et qu'il faut décrypter avec un langage qui tient compte de cet imaginaire symbolique, donc aussi de la forme, puisque la littérature, c'est aussi une question de forme. J'ai essayé à la fois de tenir compte de cette contrainte épistémologique, mais en même temps d'introduire le hors-texte dans le texte, parce que cette littérature francophone, elle met à l'épreuve la notion de littérarité telle qu'elle a été héritée de la patrie-mère littéraire française. Parce qu'il faut dire que les littératures francophones ont souvent été abordées comme des textes mimétiques de la littérature française elle-même. Souvent, au Maghreb, pendant longtemps, la critique sur les textes francophones était une simple transposition des concepts. Et on analyse le personnage avec les paradigmes réalistes. On analyse le personnage déconstruit avec des paradigmes du nouveau roman. Et donc, on était souvent dans un mimétisme critique qui, d'ailleurs, fausse les pistes. Ah, il faut bien le dire. Parce qu'on ne peut pas lire une littérature en transposant l'histoire littéraire d'une autre nation sur elle. Les littératures francophones, il faut bien le reconnaître, sont des littératures issues de ce que Kafka appelle les petites nations. Petite nation n'est pas péjoratif ici. Petite nation, c'est-à-dire cette minorité qui écrit dans une langue de la majorité. Les arabophones écrivent dans une langue de la majorité, qui est une langue héritée, transmise par l'Orient. Les francophones écrivent dans une langue de la majorité, littéraire au sens symbolique, héritée du centre. Voilà. Moi, j'ai essayé un petit peu, c'est pour ça que j'ai introduit la notion de race et de classe. Avec la globalisation, on a pensé que les classes sociales, l'analyse en termes de classe sociale, ça n'existe plus. C'est vrai dans les pays occidentaux globalement, même si c'est à nuancer, mais ce n'est pas du tout vrai dans les pays périphériques, où les luttes de classe prennent d'autres formes. Et là, c'est pas on ne va pas entrer dans ces détails. Le paradigme chinois a beaucoup à dire là-dessus, parce que le mimétisme des produits chinois donne l'illusion de la disparition des classes sociales, alors qu'il ne s'agit là que d'un fantasme, mais la réalité est autre. Alors, la question que tu poses, c'est sur cette hiérarchie des subalternités, je pense. Dans ce texte-là, il y a comme je l'ai dit, il y a une double déconstruction.
la déconstruction de la hiérarchie générique, au sens du gender, et il y a une déconstruction du rapport même à la langue d'écriture. Et il y a une déconstruction aussi de la notion même d'homosexualité maghrébine par rapport à l'homosexualité de l'homme blanc ou occidental. Est-ce que le paradigme économique n'intervient pas comme un élément essentiel, justement, dans le rapport dit amoureux entre Gérard et le jeune Ahmed? Est-ce que ce paradigme-là n'est pas... est-ce qu'on ne peut pas tenir compte de ce paradigme? Quand on lit le texte, on a l'impression que le jeune Marocain aime Gérard, mais Gérard refuse constamment d'entrer dans cette relation d'amour, mais plutôt dans une relation de chosification. L'argent devient un fétiche au sens d'un facilitateur de la relation sexuelle entre Gérard et le jeune Marocain. Et le fétiche, c'est à la fois une notion économique et une notion psychanalytique, puisque Freud a développé justement le lien entre fétichisme et sexualité, et Jacques Lacan a repris cette question-là. Homi Bhabha l'a développé dans le lien entre stéréotype et fétichisme, dans The Location of Culture. Donc, moi, je pense que ce sont des angles d'attaque intéressants pour les littératures francophones. Oui, je ne sais pas si je ne mérite pas non plus qu'on prenne beaucoup de retard. C'est un sujet vraiment passionnant. C'est très bien de l'avoir relancé. Donc, je vous invite à lire Abdelataya, pourquoi pas, entre autres. Hein, donc, pour pouvoir... Je suis précisément le 10 décembre dans un jury de thèse sur Taya à la Complutense. Donc, je vois que je vais apprendre beaucoup de choses encore sur Taya. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir monsieur le professeur. Merci.